Montréal, Canada, octobre 2025. Le monde entier en parle. La femme de Valençay. Une vidéo virale que personne ne peut expliquer. Une femme d'environ 60 ans apparaît à l'aéroport JFK avec un passeport d'un pays qui n'existe pas. Puis disparaît sans laisser de traces. 200 millions de vues, des millions de théories. Mais personne n'a pensé à la plus évidente, alors que la famille Julien Digne, le petit Léo, 4 ans, regarde la vidéo pour la 5e fois sur le téléphone de son père. Julien est obsédé par cet incident, fascinant. Comment est-ce possible réelle intelligence artificielle? Léo cesse de manger et fixe l'écran avec une attention inhabituelle. La femme à l'aéroport parle aux autorités, semble confuse et effrayée. Mais pas comme quelqu'un qui ment, plutôt comme quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Papa, dit Léo d'une voix douce. Elle ne sait pas. Julien rit. Elle ne sait pas quoi, champion, qu'elle a perdu son temps. Elle pense être chez elle, à son époque. Léo pointe l'écran, regardant avec insistance. Il cherche quelque chose qui n'est plus là. Un silence tombe sur la table. Sa mère, Sophie, laisse tomber sa fourchette. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri? Elle croit que nous sommes en un 3-4-7. Elle ne connaît pas les siècles passés. C'est pour ça qu'elle est confuse. C'est pour ça qu'elle ne comprend pas ce qui se passe à l'aéroport. Léo parle avec une clarté qu'il ne devrait pas avoir. Comme le moment où tu réalises qu'il est en fait le soir alors que tu pensais que c'était le matin. Pour lui, ce sont des années. De très longues années. Julien frissonne. Comment as-tu su ça, Léo? Parce qu'elle me l'a dit, la nuit dernière. Elle est venue dans notre chambre et a demandé où était la cathédrale. Elle devait arriver avant le couvre-feu. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de couvre-feu et elle était très triste. Léo baisse les yeux. Je ne lui ai pas dit que sa ville n'existe plus. Je ne voulais pas qu'elle pleure davantage. Sophie tient la main de son fils. Léo, ce n'était qu'un rêve. Non, maman, dit-il en ouvrant sa petite main. Dedans, une vieille bague en argent terni avec une inscription latine que personne à la maison ne peut lire. Les analyses ultérieures confirmeront que cette bague a été fabriquée à Lyon en 1346. Un an avant la disparition définitive de Valençay. Le lendemain matin, Julien emmène la bague chez un antiquaire spécialisé dans les pièces médiévales. Monsieur Roble, 7 ans d'expérience, examine la bague sous une loupe. Ses mains tremblent légèrement. Où l'as-tu trouvée? Sa voix presse un murmure. Mon fils dit que quelqu'un la lui a donnée. Monsieur Roble ne quitte pas la bague des yeux. C'est de l'argent du XIVe siècle, technique de coulée catalane. Et cette inscription provient d'un ancien livre comparant les symboles. C'est le sceau des marchands du quartier commerçant de Valençay à Lyon. Disparu en 1348, Valençay est exactement comme dans la vidéo. La seule différence, c'est que le nom a été romancé sur les réseaux sociaux. Mais c'est le même lieu. M. Roble regarde Julien droit dans les yeux. Cette bague a presque 700 ans et est en parfait état, comme si elle avait été faite hier. Cet après-midi-là, Sophie trouve Léo parlant seul dans sa chambre. Elle s'approche de la porte entr'ouverte. Pourquoi je ne vois pas ma famille? La voix de Léo est triste, comme si quelqu'un d'autre lui avait posé la même question. Silence. Pourquoi ne sont-ils plus ici? Tant de temps est passé. Léo soupire. Oui, je sais, c'est triste. Maman m'a dit que parfois les gens partent et ne reviennent jamais. Sophie pousse la porte. Ah. Qui parles-tu? Léo, son fils la regarde avec des yeux embués. Aïs. Maman, la dame de la vidéo est là. Enfin, pas vraiment là. Mais quelque part entre ici et là. Elle dit qu'elle peut me voir. Mais tout le reste est flou. Que dit-elle d'autre? Qu'elle a peur. Que les rues ont l'air étranges, que les gens s'habillent bizarrement. Que les voitures bougent toutes seules. Léo essuie ses larmes. Maman, elle croit être malade, elle a de la fièvre. Tout semble étrange. Léo ignore que le monde a changé. Sophie s'agenouille devant lui. Alors, pourquoi peut-elle te parler? Parce que les enfants peuvent voir deux choses, le temps présent et le temps passé. Elle est coincée au milieu. Comme un jouet tombé derrière une armoire. Ni ici ni là-bas. Elle est juste perdue. Quand a-t-il d'autres comme elle? Léo hoche lentement la tête. Oui, parfois, dit-il. Je vois des ombres. D'autres personnes perdues. Mais elles ne peuvent pas se parler entre elles. Chacune est coincée. Dans sa propre faille temporelle, Sophie serre son fils contre elle et pour la première fois, elle réalise que ce qu'il dit n'est pas le fruit de son imagination. C'est bien plus réel et terrifiant. L'affaire de Valençay explose encore davantage. Une deuxième vidéo, filmée avec un téléphone portable par un voyageur à l'aéroport, apparaît. La femme y parle clairement. Où sont les remparts? Pourquoi y a-t-il autant de torches dans le ciel? Ces créatures métalliques, c'est quoi? Les experts analysent la vidéo, la langue, l'accent, le catalan médiéval. Un dialecte disparu depuis le XVe siècle. Les linguistes confirment, impossible de l'imiter sans des années d'expertise. Julien contacte le physicien théoricien spécialiste des anomalies temporelles à l'UNAM.
Le docteur est là, Campo. J'ai vu le cas aux infos. La bague. L'enfant, je dois vous parler. Il se retrouve autour d'un café. Le DR. Campo a 50 ans. Mais son regard est celui de quelqu'un qui a vu des choses qui ne devraient pas exister. Je travaille sur la théorie du temps depuis 30 ans. Et il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Le temps n'est pas une ligne. C'est plutôt comme des couches de papier transparent. Tout existe simultanément. Mais normalement, elles ne se touchent pas. Et si elles se touchent? Des effondrements, des distorsions. Les gens se retrouvent coincés entre les couches. Comme un insecte dans de l'ambre, le DR. Campo sort une tablette et montre des équations. En 1347, un étrange événement astronomique s'est produit. L'alignement de 3 planètes a provoqué une petite mais suffisante perturbation gravitationnelle. Et si autre chose s'est produit à ce moment-là, une expérience, une explosion. Un champ électromagnétique intense, les gens peuvent se retrouver piégés. Exactement. Ils glissent entre leur propre temps et d'autres temps, ils voient les deux. Mais n'appartiennent à aucun. Le docteur Campo sirote son café et ajoute, le pire. C'est que pour eux, le temps s'écoule normalement. Ils vieillissent, ressentent, souffrent mais ne sont pas synchronisés avec la réalité, comme un disque rayé qui saute, mais continue de jouer. Cette nuit-là, Léo se réveille en criant. Sophie et Julien accourent dans sa chambre. Élise m'a montré quelque chose. Elle m'a laissé voir ce qu'elle voit. Que vois-tu, mon fils? Je vois deux mondes en même temps, elle un avec de vieilles maisons et des voitures anciennes. L'autre avec des voitures modernes et des immeubles. Et elle est au milieu. Elle les observe tous les deux sans pouvoir toucher aucun. Léo sort à papa. Il a très peur. Il croit devenir fou. Ça dure depuis des jours. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Pour lui, ça ne fait que 3 jours depuis qu'il est parti de chez lui. 3 jours? Murmure Sophie. Pour lui oui, mais pour le monde. 677 ans se sont écoulés. Le silence est total. Il commence à comprendre la vraie tragédie. Élise n'est pas seulement perdue dans le temps. Elle est condamnée à tout vivre sans en connaître la raison. Le DR. Campo installe ensuite du matériel de surveillance dans la chambre de Léo. Ils installent des capteurs électromagnétiques et des enregistreurs sonores ultrasensibles. Si la femme communique réellement avec son fils, elle doit laisser une signature énergétique. La première nuit, un enregistrement extraordinaire se produit. À 3h17, tous les capteurs s'activent. De grandes fluctuations électromagnétiques apparaissent et les microphones captent une voix de femme faible. D'histoire du mec clair, pourquoi mon mari ne vient-il pas? Je lui ai dit que j'étais sur la place. Pourquoi tout est si étrange? Pourquoi les gens me regardent comme un fantôme? La voix de Léo répond. Parce que beaucoup de temps a passé, Madame Élise. Votre mari n'est plus ici. Comment ça? Il n'est plus là? Je l'ai vu ce matin. Il avait dit qu'il viendrait après le marché. Ce matin. C'était il y a très, très longtemps. Un sanglot retentit dans l'enregistrement. Puis le silence. Les capteurs retournent à la normale. Le DR. Campo rejoue la voix encore et encore, c'est impossible. La voix ne vient de nulle part. Pas de source physique. C'est comme si l'air lui-même vibrait avec ces mots. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire qu'elle est vraiment entre les dimensions. Sa voix passe parce que les fréquences ne sont pas synchronisées. Comme de radiopresse identiques qui se mettent parfois en phase pendant un instant. La journaliste locale Clara Dubois entend parler de l'affaire et demande une interview. Lors de l'entretien, elle montre quelque chose de troublant. Je mène des recherches. J'ai trouvé d'autres cas. Des gens apparaissent dans les aéroports, gares, hôpitaux, toujours confus. Toujours parlant de lieux qui n'existent plus. Les autorités les traitent comme des fous, leur donnent des médicaments. Les enferment. Elle montre des photos tirées des archives psychiatriques, 5 cas au cours des 10 dernières années. Un homme affirme venir de Prusse orientale, une femme de Yougoslavie, une autre de l'Union soviétique, des pays qui n'existent plus, murmure Julien. Exactement. Mais pas de folie, ils viennent de ces pays, quand ils existaient ne savent pas qu'ils ont disparu. Clara se penche en avant, combien de personnes perdues dans le temps, croyant être malades mais en réalité déplacées, circulent dans le monde. Cette nuit-là, Léo dessine un portrait. Élise, mais quelque chose cloche, elle est représentée en double, une version en noir et blanc, l'autre en couleur, superposée. Pourquoi l'as-tu dessinée ainsi? Demande Sophie. Parce que je la vois comme ça, maman. Une partie est dans son propre temps, l'autre ici et elle ne sait pas laquelle est réelle. En bas du dessin, Léo écrit de sa main tremblante, les deux sont réels, voilà ce qui l'effraie. Une semaine plus tard, un événement change tout, Élise réapparaît. Mais cette fois pas à l'aéroport, à Valenciennes. Un touriste la filme en marchant sur la rue des Ramblas, complètement abasourdi. La vidéo devient virale en quelques heures. Dans la vidéo, Élise regarde les bâtiments modernes avec effroi, touche les voitures stationnées avec peur. Quand un bus passe à côté d'elle, elle pousse un cri.
puis dit quelque chose qui glace le sang des millions de spectateurs. Où est ma fille? Où est ma petite Amélie? Elle n'a que 6 ans. Elle jouait à l'instant. La police intervient et la conduit dans un hôpital psychiatrique. Les médecins l'examinent physiquement saine, mais mentalement. Elle semble insister sur la folie. Il lui donne des calmants et la place sous surveillance. Mais Léo connaît la vérité. Cette nuit-là, il raconte à ses parents, elle a laissé sa fille jouer sur la place. Elle est juste sortie, acheter du pain. Quand elle est revenue, tout avait changé. La place était différente. Les bâtiments aussi, et sa fille avait disparu. Disparu où? Elle est restée en 1347. Élise est passée dans le passé sans le vouloir et maintenant elle cherche sa fille. Elle ne sait pas que sa fille a vécu toute sa vie à vieillir et est morte il y a 6 ans. Sophie se met les mains sur la bouche. Mon Dieu, le DR. Campo fait ses calculs si elle est sortie de chez elle en 1347 pour passer en 2000. Pour elle seulement quelques jours se sont écoulés. Mais sa fille est restée dans le temps normal. Elle a grandi sans sa mère, probablement. Elle a cru que sa mère est morte. Disparue, l'avait abandonnée. Une tragédie pour les deux côtés. Murmure Julien. Les nouvelles de l'arrestation d'Élise éclatent. Les activistes réclament ça. Libération, les scientifiques veulent l'examiner. Le gouvernement français ne sait que faire. Pendant ce temps, Élise supplie à l'hôpital que sa fille revienne. Sans comprendre pourquoi personne n'aide. Léo ne dort pas. Il dit à ses parents, je dois lui parler. Je dois lui expliquer. C'est le seul moyen d'arrêter la douleur. Comment comptes-tu faire? Ça, mon fils. Nous devons aller à Valençay. Nous devons la voir. Et je dois lui dire la vérité. Les yeux pleins de larmes, Léo regarde ses parents. Quelqu'un doit lui dire que sa fille va bien, qu'elle est vivante, heureuse. Qu'elle ne l'a pas abandonnée. Qu'elle s'est juste perdue. Et comment sais-tu que sa fille est heureuse? Léo sourit tristement parce qu'Élise me l'a montré. Elle m'a montré ses souvenirs. Amélie a grandi, s'est mariée, a eu des enfants, a vécu jusqu'à 80 ans et chaque soir, où qu'elle soit, elle a prié pour sa mère disparue. Alors elles ont toutes les deux souffert, dit Sophie en pleurant. Oui. Mais une seule connaît la raison. 5 jours plus tard, ils arrivent à Valençay. Ils ont utilisé les fonds d'une campagne participative qui a levé plus de 100 $ en 2 jours. Le cas du garçon qui parle à la femme disparue attire attention du monde entier. Avec l'aide du docteur Campo et de la journaliste Clara Dubois, ils obtiennent une autorisation spéciale pour visiter Élise à l'hôpital psychiatrique. La visite doit être contrôlée, enregistrée et limitée à 30 minutes. Ils entrent dans une pièce blanche et stérile. Élisette, assise près de la fenêtre, regard vide vers la ville, environ 60 ans, cheveux gris, visage fatigué. Léo s'approche et un changement apparaît dans ses yeux. Toi, dit-elle doucement. L'enfant qui peut m'entendre? Léo s'avance. Bonjour, Madame Élise. Élise se met à genoux devant lui. Sais-tu où est ma fille, je t'en prie? Des jours ont passé. Je ne la trouve pas. La police ne m'aide pas. Ils disent des choses que je ne comprends pas. Ils parlent d'années et de siècles. Mais cela n'a pas de sens. Je suis sorti juste pour un court instant. Léo prend sa main. Sa voix est douce mais ferme. Madame Élise, vous devez m'écouter. Je dois vous dire quelque chose de très important. As-tu trouvé Amélie? Oui, enfin, en quelque sorte. Léo prend une profonde inspiration. Quand vous êtes sorti acheter du pain, quelque chose d'invisible s'est produit. Une porte dans le temps s'est ouverte et vous êtes passé. Sans vous en rendre compte, vous avez avancé de nombreuses années, très loin. Élise secoue la tête, refusant. Non, c'est impossible. Ce n'était que ce matin. Ça vous a semblé être ce matin, mais pour le monde. 677 ans se sont écoulés. Un silence absolu. Élise regarde Léo, puis les adultes, puis par la fenêtre, les voitures, les immeubles modernes, les vêtements des gens. Son visage se décompose lentement. Non, non, non. Non, votre fille est restée dans son temps. Elle a grandi. Elle a vécu une belle vie. Elle a épousé un menuisier nommé Jules. Ils ont eu 4 enfants. Elle a vécu jusqu'à 80 ans. Elle a été heureuse. Madame Amélie, une vie bien remplie. Comment savez-vous cela? Parce que vous me l'avez montré. Vos souvenirs sont là, entre votre temps et ici. Et je peux les voir parce que je suis encore un enfant. Mon esprit n'a pas encore appris à bloquer ces choses. Élise s'effondre, elle tombe au sol et sanglote. Ma fille, ma petite Amélie, a grandi sans moi. Elle a cru que je l'avais abandonnée. Non. Elle savait que quelque chose t'était arrivé. Toute sa vie, elle vous a considéré comme spécial. Choisi pour quelque chose de plus grand. Léo s'agenouille à ses côtés et ne la lâche jamais. Jamais. Les larmes d'Élise ne s'arrêtent pas. Votre fille est morte il y a longtemps. Mais elle a bien vécu et elle vous attend de l'autre côté. La nouvelle de cette rencontre fuit. La vidéo enregistrée par un hôpital montre tout. Un enfant de 4 ans expliquant à une femme perdue dans le temps que sa fille est morte il y a 600 ans. Déchirant, impossible.
Mais vrai, le monde réagit. Scientifiques, théologiens, sceptiques, croyants, chacun y va de son interprétation. Mais une chose est claire, quelque chose d'inexplicable se produit. Le DR. Campo travaille avec une équipe internationale de physiciens. Ils élaborent une théorie, l'effondrement temporel de 1347 n'était pas unique, c'était le premier. Depuis, à intervalles précis, lorsque les conditions astronomiques s'alignent. Les couches de temps entrent à nouveau en contact. Les gens se retrouvent coincés. Certains avancent, d'autres reculent. Recule, demande Julien. Exactement. Certaines personnes de notre époque peuvent disparaître dans le passé. Vivre au Moyen-Âge sans savoir comment revenir, ou pire, sans savoir qu'elles n'y appartiennent pas. L'idée est terrifiante. Combien de personnes à travers l'histoire ont été considérées comme folles, sorcières ou prophètes. Alors qu'elles étaient simplement des voyageurs temporels accidentels, Élise reste à l'hôpital, mais au lieu de lui donner des médicaments, les médecins l'écoutent désormais. On lui montre des photos de Valença en 1347, elle reconnaît tout. Elle décrit les lieux avec une précision parfaite. Les rues qui n'existent plus. Les bâtiments détruits des siècles auparavant, le médiévaliste professeur Martin Devéal confirme. Chaque détail, elle ne raconte pas l'histoire. Elle décrit le quartier de Valençay exactement comme il était. À partir de documents anciens si obscurs qu'ils n'ont même pas été traduits en français. Moderne, pendant tout son séjour à Valençay. Léo rend visite à Élise tous les jours. Il parle, Élise lui raconte sa vie, son mari Pierre, marchand de tissus, sa fille Amélie qui aimait les fleurs, leur petite maison près de la place. Pourrais-je revenir demande à jour Élise. Y a-t-il un moyen de revenir? Le DR. Campo secoue la tête. Le visage triste. L'effondrement n'était pas unique. La fenêtre s'est refermée, même si elle pouvait revenir. Son monde n'existe plus. Tout ce qu'elle connaissait a disparu depuis des siècles, donc je suis seule, dit Élise, complètement seule dans un monde où personne ne me reconnaît. Où ma famille est morte depuis des générations. Léo prend sa main. Vous n'êtes pas seul. Je suis là, et il y a d'autres personnes aussi. Qui d'autres? Des gens comme vous. Perdus, confus. Pensant être fous. Je peux les trouver. Je peux les aider à comprendre pour qui ne souffrent. Pas autant que vous. Élise regarde l'enfant avec étonnement. Tu feras ça pour des étrangers? Vous n'êtes pas une étrangère. Vous êtes mon ami. Et s'il y a d'autres amis perdus dans le temps, je les trouverai tous. Cette nuit-là, le DR, Campo fait des calculs statistiques. Si les effondrements temporels se produisent environ tous les 70 ans et que seulement 0,1% à 1% des personnes affectées restent piégées, il pourrait y avoir des centaines de personnes perdues dans le temps, errant dans le monde sans savoir ce qui leur est arrivé. 2 mois après sa rencontre avec Élise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des cas similaires apparaissent partout dans le monde. Un homme à Tokyo affirmant venir des Edo en 1850, une femme à Londres parlant anglais médiéval. Cherchant le pont de Londres reconstruit 3 fois depuis son époque, Léo devient un phénomène. Les médias internationaux l'appellent l'enfant pont. Sa capacité unique à communiquer avec ceux qui ont été arrachés à leur temps fascine les scientifiques. La famille Hernandez fonde l'association Voix entre les temps. Leur mission: repérer les personnes perdues dans les effondrements temporels, les aider et leur redonner leur dignité. Ils reçoivent des financements de gouvernements, universités et donateurs privés. Léo voyage avec ses parents dans différents pays, rencontrant de nombreuses personnes comme Élise, un soldat romain apparaissant en Italie en 1987. Une fillette victorienne découverte à New York en 2003. Un samouraï désorienté à San Francisco en 2015. Toutes ces histoires se ressemblent. Un moment ordinaire, un pas, et tout change soudainement. Mais ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Ils pensent être malades, hallucinants, fous. Le pire n'est pas de disparaître, dit le samouraï à Léo. Le pire, c'est que personne ne vous croit, et vous traite comme un fou. Vous enferme et vous commencez à douter de vous-même. Peut-être suis-je vraiment fou? Me dites-vous, peut-être que tout ce que j'ai vécu n'était qu'un rêve? Léo documente chaque cas. Le docteur Campo et son équipe identifient des motifs. Les effondrements se produisent dans des zones de forte activité géomagnétique lors des éclipses, tempêtes solaires et rares alignements planétaires. L'univers semble avoir des fissures, explique Campo lors d'une conférence de presse. Et lorsque les conditions sont exactes, ces fissures s'ouvrent juste un instant. Mais c'est suffisant pour que quelqu'un au mauvais endroit et au mauvais moment disparaisse. Élise devient la porte-parole du mouvement. Elle donne des interviews, raconte son histoire, et commence lentement à guérir. Elle ne peut pas retourner à son époque, mais elle a trouvé un but: aider ceux qui sont comme elle. Léo m'a donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait me donner, dit-elle lors d'une interview pour la BBC. Il m'a donné la vérité, et la vérité, même si elle fait mal, vaut mieux que la folie. Je sais maintenant que je ne suis pas folle. Je sais ce qui m'est arrivé.
Et même si j'ai tout perdu, au moins je sais pourquoi. 1 an après leur premier contact, l'association a identifié 47 cas confirmés dans 22 pays. 47 personnes qui comprennent enfin qu'elle n'était pas folle, simplement perdue. Et Léo, maintenant âgé de 5 ans, est devenu pour elle une sorte de guide vers la paix. Mais l'histoire plus grande est encore à venir. Octobre 2025, 1 an après la rencontre de Léo avec Élise. Dr Moreau analyse les données de tous les cas documentés et fait une découverte troublante. La fréquence des effondrements augmente, annonce-t-il lors d'une réunion d'urgence. Au cours des 100 dernières années, nous en avons observé environ tous les 70 ans. Mais au cours des 20 dernières années, il y en a eu 12. Et 5 rien que l'année dernière. Qu'est-ce que ça signifie? Demande Julien. Cela signifie que quelque chose change. Les couches du temps deviennent plus instables, les fissures durent plus longtemps et s'ouvrent plus souvent. Pourquoi? Dr Moreau montre des graphiques complexes, activité solaire anormale, variation du champ magnétique terrestre et il hésite. Et une autre chose que je ne peux pas mesurer, mais que Léo décrit sans cesse. Quoi? Il ressent une pression, comme si quelque chose de l'autre côté pousse. Comme si les fissures essayaient de s'ouvrir de manière intentionnelle. Le silence est pesant. L'idée est terrifiante. Et si quelqu'un ou quelque chose manipulait les effondrements temporels? Cette nuit-là, Léo fait l'expérience de sa vision la plus intense à ce jour. Il se réveille en hurlant. Ses parents arrivent et le trouvent en train de trembler violemment. J'ai vu quelque chose de gigantesque. Pas seulement des personnes perdues. Quelque chose d'autre essaie de passer. Quoi, mon fils? Je ne sais pas. Mais c'est très ancien, très très ancien. Et ça attend. Ça attend que les fissures deviennent assez grandes. Le lendemain, des rapports étranges commencent à arriver. Dans les lieux où les effondrements temporels se produisent, les gens observent des anomalies, des ombres qui bougent toutes seules, des objets apparaissant et disparaissant, des voix venant du passé, des sons de sabots, des musiques anciennes là où elles ne devraient pas être. Élise contacte d'urgence Léo. Quelque chose ne va pas. Je le sens. La fissure que j'ai traversée s'ouvre à nouveau. Je peux voir mon époque plus clairement. C'est comme si les couches du temps se rejoignaient. Dr Moreau confirme le pire. Le 31 octobre 2025, il y aura un alignement planétaire massif, triple éclipse solaire, tempête solaire de catégorie X. C'est la convergence parfaite. Si mes calculs sont corrects, toutes les fissures temporelles de la planète s'ouvriront simultanément pour la première fois depuis des millénaires. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas, mais cela pourrait être catastrophique. Des personnes de différentes époques se mélangeront, le passé et le présent se superposeront. Les réalités s'entrechoqueront. Léo regarde ses parents. Je dois aller là où tout a commencé, à Torrance, à Lyon. Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose qui peut fermer les fissures. Élise le sait. Elle le sent. Quelle est l'origine? Point zéro. Là où le premier effondrement a eu lieu. Si nous y arrivons, nous pourrons arrêter ce qui approche. Ils n'ont que 10 jours pour empêcher le temps lui-même de se déchirer. 31 octobre 2025. Lyon. L'équipe internationale se réunit sur les vestiges excavés sous la basilique Santa Maradelle. Là où se trouvait autrefois Torrance. Là où tout a commencé en 1347e. Léo est là, Élise est là, Dr Moreau et son équipe. Sophie et Julien. 50 scientifiques et des caméras diffusant en direct depuis le monde entier. À 23h17. Ça commence. Pendant l'éclipse solaire triple, le ciel devient totalement noir. La Terre tremble légèrement. Puis des fissures apparaissent. Elles ne sont plus invisibles cette fois. Elles ressemblent à de vraies déchirures dans l'air. On voit d'autres temps à travers elles. Des rues médiévales, des voitures, des gens vêtus à l'ancienne. Étonné de voir le présent comme nous regardons le passé. Ça se produit. S'exclame Dr Moreau. Les couches se percutent. Léo avance vers le centre des vestiges. Là, une pierre ancienne couverte de symboles que personne ne peut déchiffrer. Élise le suit. Cette pierre était sur ma place. Ma famille m'avait toujours dit de ne jamais y toucher. Elle était sacrée, elle protégeait le village. Léo pose sa main sur la pierre, ferme les yeux, et comprend. Ce n'est pas une pierre ordinaire. C'est une encre. Elle maintient les couches séparées. Mais en 1347, quelque chose l'a endommagé, un éclair, un tremblement de terre. Et pour la première fois, les couches se sont touchées. C'est pourquoi Torrance a disparu. C'est pourquoi Élise est restée coincée. Que faisons-nous? Demande Julien. Je dois la réparer. Mais je ne peux pas le faire seul. Léo regarde Élise. J'ai besoin de quelqu'un qui soit entre les couches. Quelqu'un qui puisse toucher les deux côtés. Élise comprend immédiatement. Je vais mourir. Mais ce pas, Léo dit-elle en larmes, ton énergie peut sceller les fissures. Parce que tu appartiens aux deux temps. Tu es un pont. Et parfois les ponts doivent se fermer pour que les deux côtés restent en sécurité. Élise sourit. D'accord, j'ai vécu plus longtemps que je le devais.
677 ans en dehors de mon temps. Il est temps de me reposer. Elle pose ses mains sur celles de Léo, sur la pierre. L'énergie circule. Les fissures se referment lentement, douloureusement. Élise s'évapore comme faite de fumée. Dit aux autres, aux perdus, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont été courageux. Qu'ils ont survécu. Je le ferai, je le promets. Et Léo. Merci de m'avoir donné la vérité. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir en pensant que j'étais folle. Une dernière lueur. Les fissures se referment complètement. Élise disparaît. La PIRE brille un instant, puis s'éteint. Silence absolu. L'éclipse se termine. La lune libère le soleil. La lumière revient. Les analyses ultérieures confirment que les anomalies temporelles ont disparu. Les fissures sont scellées. Le temps redevient normal. Mais Léo sait quelque chose que personne ne sait. Juste avant de disparaître, Élise a vu quelque chose et l'a montré à Léo. Sa fille Amélie. De l'autre côté, les bras ouverts, souriante, l'attend et enfin, après 677e an de perte, Élise a trouvé le chemin du retour chez elle. 2 ans plus tard, Léo a 7 ans. La Fondation Voix entre les temps est désormais internationale. Ils ont aidé plus de 200 personnes déplacées dans le temps à retrouver paix, compréhension et dignité. Léo ne peut plus parler aux perdus comme avant. Son esprit grandit. Des barrières se forment. Mais il enseigne à des autres enfants, ceux qui ont encore la capacité unique de voir entre les couches temporelles. Un jour, en triant les dossiers d'Élise, il trouve quelque chose. Une lettre écrite en catalan médiéval. Traduite par le professeur de la Croix. Elle dit à celui qui trouvera cette lettre: je m'appelle Amélie, fille d'Élise de Torrance. Ma mère a disparu quand j'avais 6 ans. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Mais je savais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose qui la retenait. Qu'elle ne m'avait pas abandonné. Qu'elle était appelée par quelque chose de plus grand. J'ai vécu une bonne vie, je me suis marié. J'ai eu des enfants, entourés d'amour, et chaque nuit de ma vie, où que je sois, j'ai prié pour elle. Si un jour quelqu'un trouve cette lettre et, par miracle, retrouve ma mère, dites-lui que je lui ai pardonné, que je l'ai comprise, et que je l'attendrai de tout mon cœur de l'autre côté. Amélie. Un 402 Léo pleure en lisant. Il sait maintenant avec certitude, Élise a reçu ce message. Dans ces derniers instants, elle a découvert que sa fille l'aimait, l'avait pardonné et l'attendait. Et cela suffisait.